Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On est très heureux de vous retrouver pour débriefer ensemble cette 15e semaine, j'allais dire 15e semaine de compétition en NFL. Une semaine qui a été encore une fois pleine de rebondissements, pleine de fumbles, pleine de turnovers aussi, pleine de belles choses. Ça a été assez fantastique. On va parler principalement évidemment des matchs à enjeu pour les playoffs, puisque c'est ça qui est quand même le plus intéressant. Ça, bien sûr, si l'on nommait la news numéro 1 qui est l'apparition, que devrais-je dire même, la révélation de Tim Boyle sur le MetLife Stadium ce dimanche. On a été très heureux de revoir notre idole à tous prendre quelques snaps et même être plutôt performant, mais nous y reviendrons sans aucun doute au cours de cette émission. Pour être avec moi pendant cette petite heure de débrief, j'ai celui qui vous a accompagné dimanche avec Jean pendant la Red Zone, c'est Vince. Salut Vince, comment ça va ? Eh bien, ça va très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, effectivement, on a fait une très très gros live hier avec de grosses affiches. Le Bills at Lions, le Steelers Eagles. Le Steelers at Eagles. Je me souvenais plus où c'était, où se jouait le match. Non, mais vraiment, on s'est régalé dans cette deuxième partie de Red Zone. Plein de rebondissements, des matchs à enjeu. Comme tu l'as dit, même si il y avait des matchs un petit peu moins, avec des équipes moins first seed, on va dire, des matchs en jeu pour les playoffs, les Broncos, les Cardinals, donc non, c'était un très très beau Red Zone, on s'est régalé, beaucoup d'actions et encore une fois, beaucoup de choses à débriefer ce soir. Avec moi aussi celui qui a rejoint mon équipe, à savoir celui de l'équipe de ceux qui ont perdu tout espoir dans cette saison 2024. C'est mon Seb. Salut Seb, comment ça va ? Bonsoir Flav, bonsoir Vince, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Et oui, à un moment, il faut quand même faut couper le cordon, hein. Faut laisser partir. Il faut se résoudre à affronter la réalité en face. Nos clubs n'iront pas en play-off. Hein, voilà, c'est quand même. Ou alors, il faudra un concours de circonstances. Oui, voilà. On n'est toujours pas officiellement éliminé. Toujours pas officiellement, mais je me suis fait une raison. Mais ce n'est pas grave, puisque donc l'émission de ce soir est une spéciale Tim Boyle, donc 1h30 dédiée à la carrière de notre. Non, c'est pas. Non, c'est pas ça. Non, on a décidé de garder ça pour celle du milieu de semaine. On fera bien évidemment un podcast spécial sur Tim Boyle. Est-il le vrai TB12 puisque c'est ça la question centrale de cette fin de saison 2024. Et on sera très heureux peut-être d'avoir Tim Boyle avec nous. Je sais qu'Yaya l'a contacté sur Instagram. Alors peut-être qu'un jour il viendra nous dire bonjour. En parlant d'Yaya, il n'est pas avec nous ce soir. Il lui a envoyé un message. Do you know the free agent, French podcast, very good, comme us. Bon, je suis pas sûr qu'en matière de com ce soit au top. Hein, Oh, mais bon, je suis pas sûr qu'envoyer Yaya soit une très bonne idée non plus. Bon, c'est un autre débat pour un autre jour. Mon cher Yaya, qui n'est pas là avec nous ce soir, qui est retenu par des obligations, mais qui nous écoutera sans aucun doute. Et un salut aussi amical à Mathieu Van Boll, qui a fait notre pub pour le live de dimanche soir pendant son live TikTok. Donc voilà, un grand merci à notre Mathieu. On commence ce débrief avec ce qui a été sans doute encore l'un des plus beaux matchs, peut-être même de cette saison 2024. Un nouveau scorigami, mon cher Vince, entre les Bills de Buffalo et les Lions de Détroit. Un match offensif, un match époustouflant et un match 7 fois remporté par les Bills, qui avaient connu le même genre de match la semaine dernière, en perdant contre les Rams. Un match offensif. C'est vraiment tout pour l'offense sur ces deux équipes. C'est un match vraiment flamboyant où il y a eu très peu d'erreurs. Pour dire quand même 48-42 le score au final. Donc comme tu l'as dit, c'est un score jamais vu dans l'histoire de la NFL. Malgré le score hyper offensif, 0 interception, un seul fumble perdu par une des deux équipes, par les Lions, c'est dire à quel point ces équipes ont été offensives, puisque en fait il y a eu 0 point marqué par les défenses lors de ce match. On est à 48-42. Donc 559 yards d'un côté pour Buffalo, 521 du côté de Détroit, des QB qui ont réussi
tout ce qu'ils entreprenaient, j'avais l'impression, 23 sur 34 pour Josh Allen avec 362 yards à la passe, et Jared Goff qui lui rend quand même 38 sur 59, qui a énormément lancé hier, 59 lancés pour lui, 494 yards à la passe. C'est simplement monstrueux. La grosse différence, c'est sur le rushing yard que ça s'est produit, où Détroit n'a réussi à courir que 40 tout petits yards. C'est vraiment pas énorme sur 15 portées, ça fait vraiment pas beaucoup. Quand Buffalo en face réussit à courir 197 yards, dont 105 juste pour James Cook qui fait un match monstrueux. Pour revenir juste sur le score de manière générale, c'est quand même une grosse un gros statement, on va dire, de la part des Bills, qui ont perdu la semaine dernière et qui, là, viennent dire « c'était une erreur, on a fait une erreur en perdant, on va remettre les pendules à l'heure ». Ils sont allés l'emporter chez les Lions. C'est vraiment une victoire qui va marquer pour la fin de saison et pour l'impact de l'équipe en arrivant en playoff. On avait parlé du choix de Dan Campbell la semaine dernière qui permettait aux Lions de ne pas prendre le field goal tout de suite, mais de tenter une 4e et que ça allait emporter son équipe. Et bien là, l'équipe, elle a subi une défaite, mais pour autant, celle des Bills, la victoire des Bills, c'est pareil, c'est quelque chose qui va entraîner l'équipe dans un mouvement très positif. Et moi, j'y vois que du positif là-dessus. C'est vraiment un gros match de la part de Buffalo. On a un Josh Allen une nouvelle fois, Seb. Hein. On est désolé parce qu'on nous dit souvent, oui, vous intéressez au quarterback, mais oui, mais c'est comme ça. On est comme ça. Mais Josh Allen, il fait quand même une performance une nouvelle fois exceptionnelle la semaine dernière. 3 touchdowns à la passe, 3 touchdowns marqués par lui-même à la course. Hier, 2 touchdowns à la passe, 2 touchdowns marqués personnellement au sol. Enfin, il y a même plus de mots pour décrire cette saison de Josh Allen, tellement il semble maintenant au-dessus du lot dans la course au MVP. Absolument une nouvelle performance titanesque. Hein. Tu l'as souligné, 362 yards et 2 touchdowns par les airs. Il ajoute 68 yards et 2 touchdowns au sol. James Cook n'a pas été en reste avec 105 yards et 2 touchdowns en 14 portées. Ça fait une moyenne de 7,5 yards par portée. C'est considérable. Et du côté de la réception, eh bien, il y a 9 joueurs, je crois, différents qui ont touché la balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 absolument. Et le meilleur receveur du lot. C'est compté jusqu'à 9. Hein, vous avez vu ça un peu. Et j'ai encore un doigt disponible, donc je peux aller jusqu'à 10. Garde-le. Et le meilleur receveur de cette escouade, bien c'est un running back, c'est Ty Johnson. 5 réceptions, 114 yards pour 5 targets, qui a vraiment été l'arme surprise de cette escouade offensive, qui n'a punté qu'une seule fois lors du match. Et effectivement, 90 points marqués en 60 minutes, je confirme que c'est ce qu'on appelle un match offensif. On parlait tout à l'heure de la faillite au sol de Détroit. Alors moi, je pense qu'elle s'explique par le fait que Détroit s'est retrouvé un petit peu à courir après le score assez tôt dans le match et à laisser tomber le jeu au sol pour bombarder par les voies aériennes pour tenter de refaire son retard. Hein. D'ailleurs, Jared Goff lance 59 passes. Il a dû mettre de la glace sur son épaule, à mon avis, à la fin du match. 494 yards, 5 touchdowns, c'est considérable, mais malgré tout, il n'y a pas la victoire au bout. Et je parlais la semaine dernière de la force testiculaire de Dan Campbell, qui s'est peut-être retourné contre lui cette fois avec ce onside kick joué en début de 4e quart-temps, qui s'est effectivement retourné contre lui, puisque c'est Buffalo qui a récupéré la balle et qui a pu prendre encore un petit peu plus d'avance. C'était peut-être un petit... Il a dit qu'il le regrettait un peu, hein, quand même. Oui, il a dit qu'il le regrettait un peu en conférence de presse, en effet, parce que c'était sans doute trop tôt pour tenter ce type de manœuvre lors de la rencontre. Bon, à jouer avec le feu, on se brûle. Et puis surtout, ce qui est inquiétant du côté de Détroit, c'est cette accumulation de blessures du côté de la défense, et pas que d'ailleurs.
On va y revenir dans quelques instants. Oui. Juste pour revenir sur le onside kick, il peut s'en vouloir pour 2 raisons. La première, c'est effectivement que ça ne porte pas son fruit. Certes, mais c'est un coup de poker qui n'a pas réussi. La deuxième, c'est qu'on en a parlé, la semaine d'avant, il a montré à son équipe: «Je vous fais confiance, allez-y». Là, ce qu'il renvoie du côté de la défense, alors certes, les Bills étaient inarrêtables, mais ce qu'il renvoie au côté de la défense, c'est, bah, de toute façon, vous n'arrivez pas à les arrêter. Oui, mais est-ce qu'il veut pas d'aller arrêter l'hécatombe de blessures aussi? Est-ce qu'il se dit pas, Ah oui, c'est sûr, mais j'essaie de garder la défense le moins possible sur le terrain parce que oui, ils sont en train de tomber comme des mouches, quoi. parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, comme on en a parlé et comme l'a dit Seb, le côté blessure, c'est beaucoup plus du côté de la défense et c'est vrai que ça commence à devenir préoccupant. Et avec une nouvelle blessure, enfin des nouvelles blessures qui sont tombées sur les Lions là encore donc ce dimanche. Faut rajouter en plus, alors là c'est pas du côté de la défense, c'est du côté de l'attaque, David Montgomery qui lui aussi souffrirait d'une déchirure du ligament croisé du genou. Alors il n'est pas encore out pour la saison, il doit passer plusieurs tests pour voir la gravité de la blessure. On peut d'ailleurs à ce moment-là saluer son courage parce qu'il a fini le match avec sa blessure, David Montgomery, et les tests d'aujourd'hui révèlent que ce serait pas vraiment terrible et possiblement une fin de saison. Ce qui explique aussi, ce qui peut être aussi une explication au du non-jeu faible jeu de course des Lions. Bah, je pense qu'il y a une double explication. La première, c'est qu'ils ont été menés très rapidement au score et qu'ils devaient de toute façon remonter vite le terrain pour essayer de marquer le plus vite possible pour revenir dans le match. Et la deuxième, c'est qu'ils savaient que David Montgomery s'était blessé. Donc forcément, quand t'as ton RB1, enfin c'est une équipe qui joue quand même beaucoup avec ses deux running backs, Jahmyr Gibbs et David Montgomery. Quand tu sais qu'il y en a un sur le flanc, bah ça te ferme une partie du cahier de jeu aussi, quoi. Oui, parce qu'en plus c'est deux joueurs qui sont complémentaires parce que c'est deux types de joueurs complètement différents sur le même poste. Un qui joue énormément sur sa puissance et l'autre sur ses capacités athlétiques et son explosivité. Forcément, quand tu as une des deux qualités qui disparaît d'un coup, ça réduit les possibilités du cahier de jeu quand il est basé là-dessus. Alors, on n'a pas prévu de parler des Chiefs de Kansas City qui se sont imposés du côté de Cleveland assez facilement ce dimanche. Mais j'ai une question avec les Bills qui va forcément intégrer les Chiefs à l'intérieur. Il leur reste 2 matchs contre les Patriots et un match contre les Jets à jouer les Bills d'ici la fin de saison. Donc 3 matchs de division contre des équipes déjà éliminées. Ils ont 2 victoires de retard sur les Chiefs de Kansas City, mais ils ont le tiebreaker sur les Chiefs. Est-ce qu'ils peuvent encore croire au first seed? Alors, je sais pas si je vais te couper l'herbe sous le pied pour la suite, mais avec ce que l'on sait sur Kansas City, je dirais... Sachant que notre ami Patrick Mahomes a une entorse à la cheville. Voilà. Et qu'il sera donc possiblement, ce n'est pas encore certain, mais possiblement absent pour le match de samedi face aux Texans et peut-être pour le match de Noël face aux Steelers de Pittsburgh. Jouer les Texans, les Steelers et les Broncos, possiblement avec un Patrick Mahomes où ils vont pas prendre de risques, on va pas se... je vois pas les Chiefs aller mettre absolument Patrick Mahomes contre les Texans au risque qu'ils soient pas là pour les playoffs. Je l'imagine pas une seconde, sachant que tu es déjà champion de division et qualifié. Bon, voilà. En gros, il faut 1 ou 2 victoires encore aux Chiefs pour être assuré du first seed. Non, est-ce que le calendrier est quand même beaucoup plus difficile pour Kansas City et il y a possiblement Patrick Mahomes qui peut être un peu sur le flanc. Est-ce qu'il y aurait pas une chatière qui s'ouvrirait pour les Bills? Il y a une possibilité. Une meurtrière, mais ça ne dépend pas que... Enfin si, ce qui dépend d'eux, c'est de gagner leur match, mais les matchs qui viennent semblent largement à leur portée. Donc il y a une possibilité, voilà, you mean there is a chance, mais ça ne dépend pas vraiment intégralement, uniquement de leur fait. La défaite face aux Rams la semaine dernière va peut-être coûter cher. Après, je pense que Kansas City préférerait commencer les playoffs quand même avec le first seed, ce qui laisserait une semaine de plus de repos à Patrick Mahomes. Donc, je pense qu'ils vont se donner les moyens pour y arriver. J'imagine pas Kansas City ne pas prendre
à minima un match, voire 2. Ça dépendra beaucoup de l'état du dernier match contre les Broncos, je pense. Si les Broncos sont déjà qualifiés, ils pourraient c'est potentiellement... fort probable qu'ils soient déjà qualifiés, hein, quand même. Oui, bien sûr, mais si c'est possible qu'ils laissent un peu filer le match pour avoir eux aussi un peu de repos avant le premier match de play-off, parce qu'eux, ils n'auront pas de bye week. Ce sera la semaine suivante, oui. Voilà, donc... Et à l'extérieur, en plus. Et à l'extérieur, certainement, même sûr. Bah, sûr. Donc voilà, je pense que je les imagine pas perdre 2 matchs. Maintenant, le cas Mahomes, il va falloir forcément s'en occuper et faire attention à lui. Bon, maintenant, je pense qu'entre avoir le first seed mais casser encore plus leur QB, ou alors garder le QB en bonne santé mais avoir ne perdre le first seed, je pense qu'ils préféreront la deuxième option. Donc bon. Du côté de Détroit, pour y revenir rapidement, on les mettait en lutte pour le first seed avec les Eagles. Quand même, ces absences dans la défense, ces absences nombreuses et qui touchent tous les postes de la défense, aussi bien le backfield que la ligne défensive, que les linebackers, bref, ça touche tout. C'est quand même très très handicapant, c'est pour la suite de la saison et même possiblement pour les playoffs, pour une équipe qui, encore à l'entrée en week 15, était favorite pour remporter le Super Bowl. Oui, exactement. Ça rebat quand même un petit peu l'écart de leur côté. On se demande... C'est les bookmakers, ça qu'on fait un coup, ça. Ouais, ils sont en train de souffler, peut-être. Mais il est évident que cette accumulation de blessures, elle pèse déjà sur l'effectif. Ça avait commencé avec Aidan Hutchinson en début de saison, et puis là, ça a continué avec Ali McNeil encore ce dimanche. Et d'ailleurs, ça s'est vu, puisque ils n'ont pas été capables de mettre la pression sur Josh Allen. Ils n'ont pas été capables non plus de le contenir dans sa poche. Et on a vu beaucoup trop de receveurs qui étaient complètement démarqués sur les réceptions. Donc ça commence à devenir problématique. Est-ce que c'est pas cette accumulation de blessures qui va faire craquer l'édifice Détroit, et est-ce qu'il ne craquera pas par sa défense? Je pense que ça devient compliqué de trouver des solutions pour Dan Campbell et son équipe là. Il y a eu un vrai virage à Thanksgiving, où avec ce match où il y a eu aussi des blessés contre les Bears, et vous avez vécu une deuxième mi-temps très compliquée sur le plan défensif. On a l'impression vraiment que depuis ce moment-là, défensivement, on a vraiment l'impression de quelqu'un qui essaye de colmater les brèches avec des bouts de Chatterton, quoi, pour Dan Campbell dans sa défense, et malheureusement, il y a un moment où ça finit par craquer, quoi. La semaine dernière, ils en prennent encore 31. Ils arrivent à gagner contre les Packers, mais ils en prennent 31. C'est une défense qui, sur les 2 derniers matchs, effectivement, accumule énormément de yards contre eux, et qui se prend 79 points. Alors certes, ils en marquent encore plus. Non, ils en marquent un peu moins, puisque la défaite est plus grosse, mais ils en marquent plus de 75 aussi en attaque. Mais effectivement, ça va commencer à courir. Et puis, quand on compense en défense, on est en réaction en défense, on n'est pas en action. C'est-à-dire que l'attaque choisit ce qu'elle fait, la défense est obligée de s'adapter à ce que l'attaque fait. Donc, le compenser en défense est beaucoup plus énergivore et compliqué pour les appuis que ce que l'on fait en attaque, où on sait ce qu'on doit faire et on s'y tient. Là, on est obligé de compenser, et quand on connaît un peu moins les gens avec qui on joue, chose qui est... Ils jouent toute l'année ensemble, ils s'entraînent ensemble, mais pour autant, les titulaires, il y en a beaucoup de blessés. Ils jouent aussi beaucoup dans une défense, et forcément, ça crée des espaces qui, à ce niveau-là, ne sont pas colmatables. Très bien. Si les Lions ne parviennent pas à aller chercher le first seed, il y a une autre équipe qui semble, elle, bien disposée. Je suis désolé, Flav, je te coupe juste un truc. Ce sera bien la seule fois que tu vas me couper quelque chose, allons-y. Juste une petite quelque chose sur Amon-Ra St. Brown, qui quand même fait un gros match. Je tenais à le signaler, qui égalise hier le record de réception en un match sur la saison, 14 réceptions sur 18 targets, c'est 193 yards pour lui à la réception. C'est quand même un gros match pour lui, et je tenais juste à le signaler. Et Jared Goff, qui devient le premier quarterback de l'histoire à lancer 5 touchdowns et plus de 400 yards et à perdre un match, j'ai envie de dire presque qu'il nous a fait une Joe Burrow. C'est vrai.
Il y avait une Joe Burrow 2024. Quoi. Voilà. Oui, t'as marqué 40 points, mais t'en as pris presque 50. Donc forcément, ça va pas aller, mon pépère. Et Sam Laporta qui fait un bon retour aussi, 111 yards. Je disais donc, transition refaite, les Lions de Détroit qui battent taille pour le first seed et une autre équipe qui, elle, pointe le bout de son nez, mais ça fait plusieurs semaines qu'on la voit arriver, celle-là, lancée comme un boulet de canon, ou plutôt comme un aigle sur sa proie, les Eagles de Philadelphie ont battu assez sèchement les Steelers de Pittsburgh 27-13. 12 victoires, 2 défaites, même bilan que les Lions pour les Eagles de Philadelphie, qui ne sont pas encore officiellement champions de division. Ça ne saurait tarder parce que bon, il leur manque une victoire ou même un tiebreaker face aux Commanders et ça tombe bien, la semaine prochaine ils jouent contre Washington, donc comme ça au moins l'affaire pourrait être pliée dès la semaine prochaine. J'ai envie de dire, Seb, comment on fait pour les arrêter, ces Eagles là? Parce que quand même, les Steelers ont maintenu Saquon Barkley à seulement 65 yards, sans touchdown. Bon, on se dit, c'est bien, ils ont maintenu Saquon Barkley, oui, mais voilà, ils ont pris 110 yards par A.J. Brown et 109 par Devonta Smith. Donc, dès que ça passe plus à la course, ça passe au sol. Et je te parle même pas de la défense. Exactement. Comme tu le dis, petite journée pour Saquon Barkley, qui en plus a fait un petit tour sous la fameuse tente bleue. Mais sur ce match, Philadelphie n'avait pas besoin que Saquon Barkley fasse un grand match. On avait pas mal de questions autour du jeu aérien de Philadelphie depuis 1-2 semaines. Et puis il y a eu des bisbilles en plus. Hein. Il y a eu des bisbilles. Voilà, il y a eu Jay Brown pas très très content du nombre de ballons et de son yardage du match précédent. Mais là, on a vu un jeu aérien plus agressif. Une solide prestation de Jalen Hurts, 25 sur 32, 290 yards, 2 touchdowns. Et puis, il a ajouté 45 yards et un touchdown au sol. Et d'ailleurs, ces 45 yards, il y en a quelques-uns qui ont servi à convertir certains downs cruciaux. Et puis, mine de rien, c'est quand même la 10e victoire consécutive de cette équipe. C'est le nouveau record de la franchise. A.J. Brown sera peut-être un petit peu plus content puisqu'il a 8 réceptions, 110 yards et un touchdown. Et Devonta Smith n'est pas en reste avec 11 réceptions, 109 yards et un touchdown. Et je pense que l'addition aurait pu être un peu plus salée si on n'avait pas eu un fumble de Jalen Hurts et puis aussi un Cooper DeJean qui jongle un peu avec la balle et ça se passe mal. Et puis la défense, effectivement, avec 2 grosses performances, notamment de Nolan Smith, avec 1 sac, 4 plaquages, 1 passe déviée et 4 pressions. Ça fait 3 sacs en 5 matchs pour lui. Et Nakobe Dean avec 10 plaquages, c'est son 4e match en 5 rencontres à 10 plaquages ou plus. Ils ont limité Pittsburgh à 163 yards et surtout à 41 jeux dans cette rencontre. C'est dire s'ils ont étouffer le jeu offensif des Steelers. Tu notes un truc intéressant, Seb, après je te donne la parole à Vince, mais tu notes un truc intéressant, c'est que quand A.J. Brown se plaint de son yardage, il fait 109 yards, quand Deebo Samuel se plaint du sien, bref. On va pas commencer à être grossier. Hein. Moi, je suis venu là à la cool, hein, pas sympa, parce que j'ai été invité, et voilà. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais enfin bon. C'est incroyable. Limite, tu vas regretter qu'il n'y ait pas Yaya pour qu'il se prenne des tirs sur les Giants, quoi. Ah, mais ouais, non, et c'est dingue. Yaya est pas là, c'est moi qui deviens la cible, quoi. C'est incroyable. Ah, on est reçu, je reviendrai. Hein. Bon, j'y compte bien. Et puis, dans 2 jours, tu vas me revenir. Autant te dire que tu vas pas perdre l'adresse bien longtemps. Mon cher Vince, est-ce qu'on n'a pas vu là les limites, tout simplement, des Steelers? Les limites, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est une très grosse force de la part des Eagles. C'est surtout ça. On se concentre en disant, oui, les Steelers n'ont marqué que 13 points. Ils ont encaissé 27 points contre les Eagles, d'accord. Mais moi, j'ai trouvé une profondeur de jeu de la part des Eagles. Nick Sirianni a été très souvent critiqué en milieu de la saison, notamment avec son jeu très réducteur, limite trop facile à décortiquer. Hier, j'ai trouvé qu'il a été très très bon dans les appels de jeu. Il a su varier un peu, se remettre en question, faire confiance à ses coachs offensifs et défensifs qui ont amené à ce match-là hier, qui était clairement une mainmise réelle des Eagles sur les Pittsburgh Steelers. Outre ça,
ce que j'ai noté aussi, c'est un Jalen Hurts qui était très très costaud et surtout en patron dans la gestion du jeu. Ils ont fini avec un temps de possession largement supérieur aux Pittsburgh Steelers, puisqu'ils finissent avec 39 minutes et 52 secondes de possession contre seulement 20 minutes et 8 secondes pour les Steelers. C'est un delta phénoménal, 2 fois plus de temps passé avec la balle que les Steelers. Et forcément, on arrive à de tels écarts derrière. La défense des Steelers se fatigue beaucoup plus qu'une attaque. Une défense, ça se fatigue plus qu'une attaque, c'est logique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le principe d'être en action et en réaction. Et forcément, ça crée ce type de match avec des écarts un peu plus gros à la fin. Mais bon, voilà, 401 yards de production offensive de la part de Philadelphie, 163 de la part des Steelers. C'est clairement pas suffisant pour arriver à lutter et à remporter ce match. Le principe de match joué à la maison, il y a beaucoup influencé dans le résultat final. Même si dès le début du match, on a vu clairement une grosse pression de la part de Philly, malgré ce fumble perdu sur le premier drive. Les 3 prochains matchs des Eagles de Philadelphie, c'est 3 matchs de division contre les Commanders, contre les Cowboys et contre les Giants de New York. Ce qui est assez marrant de voir, c'est que on dit souvent le dernier match. Bon, on sait que c'est des matchs de division pour tout le monde, hein, sur le dernier match, pour ceux qui suivraient pas la NFL depuis très longtemps. Mais il y a des rivalités plus ou moins fortes. Et souvent, on dit, ils vont se reposer, donc ils vont laisser les joueurs au repos. Franchement, contre les Giants, déjà, je suis pas sûr que les Giants aient envie de gagner le match. Et en plus, les Eagles, je suis pas sûr qu'ils aient envie de le perdre non plus. Donc, à mon avis, vous voyez, ce genre de truc, moi, je les vois bien finir à 15. Hein. Ce serait pas déconnant qu'ils finissent à 15 victoires et qu'ils aillent chercher le first seed sur un truc. Ça leur permettra en plus d'avoir une semaine de repos supplémentaire. Contre Washington et contre Dallas, c'est à domicile ou pas? Washington, c'est à domicile, je crois, et Dallas, il me semble que c'est à Dallas. Non, c'est l'inverse. C'est à Washington et réception de Dallas. C'est voilà. Bien. Donc, le match le plus dur sera certainement le match à Washington, je pense, même si je pense que les 3 sont à leur portée assez largement, et oui, ils peuvent finir à 15, ça peut leur faire un gros run. Ils finiraient quand même avec 13 victoires consécutives, ce qui n'est pas anodin. Non, ce serait pas anodin. Juste un petit mot, mon cher Seb, sur les Steelers, justement. C'est un peu toujours pareil avec Pittsburgh, où on s'enflamme des fois une semaine, et puis la semaine suivante, on se dit... finalement, il y a quand même des manquements dans cette équipe, notamment du point de vue offensif. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. On dira ce qu'on voudra, mais cette attaque de Pittsburgh, sans George Pickens, elle perd tout de même une grosse partie de son attrait. Et puis surtout, il y a le problème du temps de possession. Philadelphia, qui a conservé le ballon quasiment 40 minutes, 39 minutes 52 pour ceux qui veulent pinailler. Il y a eu un fumble de Najee Harris qui a été converti en touchdown et surtout converti en handicap qui est devenu insurmontable contre les Steelers, qui en plus à ce moment-là construisait un momentum. Du côté de la défense, il y a eu beaucoup de plaquages manqués. La sortie de TJ Watt en cours de rencontre a sûrement rien arrangé. Et pour Pittsburgh, le titre de division, il va passer par où? Il va passer par Baltimore la semaine prochaine. Parce que si le calendrier des Eagles semble accessible, celui de Pittsburgh, les 3 dernières journées, c'est franchement pas drôle. Il faut aller à Baltimore, il faut recevoir Kansas City, il faut recevoir Cincinnati. Donc, une fois de plus, que des matchs de division. Et pas pour Kansas City. Pas pour Kansas City, autant pour moi. Et une fois de plus, il va falloir aller jouer à Baltimore. Alors, on peut se rassurer en disant qu'après tout, Baltimore a été battu par Philadelphie aussi. Mais la physionomie du match n'était pas du tout la même. Oui, voilà. Mais la physionomie du match entre Baltimore et Philadelphie n'avait pas été du tout la même que celle d'hier soir entre Pittsburgh et ces mêmes Eagles. Pittsburgh a clairement été surclassé. Donc, ils sont qualifiés. On va dire que l'essentiel est acquis. Pour le reste,
C'est marrant de se dire qu'ils sont qualifiés avec la défaite des Colts et des Dolphins, en fait. Ils sont qualifiés indirectement par ricochet, quoi. Ils sont qualifiés ils sont certes qualifiés par ricochet, mais qualifiés quand même. Je veux dire, oui, et puis on leur enlèvera pas les 10 victoires. On leur enlèvera pas les 10 victoires, mais pour l'étape suivante et pour savoir quel seed ils vont récupérer, ça change tout. Le champion encore de la marche. Ouais, ça change tout. 2 infos sur les Steelers. D'abord, des nouvelles. T'en as parlé de TJ Watt JJ Watt. Enfin, de Watt. Bref, Watt. Je sais jamais. C'est TJ. Je sais jamais que les deux c'est. JJ, il est déjà à la retraite, lui. C'est TJ oui, Watt. C'est ça. Il y en a un qui est à Houston. Je sais qu'il joue pas dans la même équipe, merci. Mais bon, voilà, on se trompe. Bon, on va l'appeler Watt. Apparemment, tout va bien. Enfin, rien de très, très, très inquiétant, en tout cas, pour notre ami. Et on sait l'importance qu'il a dans le jeu défensif des Steelers. Et donc, par ricochet, dans le jeu en entier de la franchise conduite par Mike Tomlin. Et donc, visiblement, les premiers examens ne révéleraient rien de trop grave. Donc, il devrait possiblement même être là la semaine prochaine pour le match contre Baltimore. Deuxième info, il est bien possible qu'un live Twitch se monte pour commenter le match entre les Baltimore Ravens et les Pittsburgh Steelers. Ce sera samedi à 22h30. Donc voilà, si vous voulez être avec nous, il est fort probable, suivez les communications sur les réseaux sociaux, que nous retrouvions un samedi soir, mon cher Seb, pour parler des Steelers et des Ravens. Ce sera avec plaisir. Tout à fait, ce sera avec grand plaisir même. Les amis, on va passer aux Seahawks de Seattle, eux aussi qui ont abordé cette semaine 15 avec, on va pas dire une avance confortable parce qu'ils avaient qu'un match d'avance, mais avec en tout cas la première place dans leur division. Et patatras, les voilà deuxième maintenant, puisque les Rams ont gagné dans un match, dans un festival offensif contre les San Francisco 49ers, un festival de field goal en fait, c'est que ça. Et les Seahawks, eux, sont tombés lors du Sunday Night Football face aux Packers. À domicile, une défaite quand même, Vince, assez lourde pour les Seahawks. Assez lourde, et moi ce qui m'a vraiment interpellé à la lecture du match et de ce que j'en ai vu, ce sont les 7 sacs autorisés par la ligne offensive des Seattle Seahawks sur Geno Smith. Ça montre la fébrilité de cette ligne. On a senti ça vraiment sur des œufs. Ils ne savaient pas trop comment faire. Alors certes, Green Bay a eu un plan de jeu avec un pass rush, beaucoup de pression, et ils ont bien su lire et préparer leur match. Mais pour autant, 7 sacs autorisés, ça fait beaucoup. Geno Smith n'a pas fini la rencontre puisque Sam Howell sur un genou. Ouais, Sam Howell a pris sa suite avec encore moins de réussite puisqu'il finit seulement avec 5 sur 14, donc ça fait vraiment pas beaucoup. La coupe était pleine pour les Seahawks. Les Packers de leur côté ont su maîtriser ce match-là. Jordan Love finit avec 2 TD dans les airs, 0 interception, 229 yards à 20 sur 27. Et là encore, on a beaucoup de receveurs différents, puisqu'ils sont 7 à avoir attrapé des ballons, avec celui qui finit avec le plus de production offensive, Christian Watson. En termes de course, on a un porteur de ballon, Josh Jacobs, qui finit juste en dessous des 100 yards, 94 yards en 26 portées. On a surtout vu une équipe des Green Bay Packers dure à l'impact, qui a vraiment préparé son match et qui a su répondre présent dans un match qui était sans doute assez piège quand même, parce qu'aller gagner chez les Seahawks, on sait que c'est assez compliqué. Il y a un public qui suit avec ferveur son équipe. Donc, c'est une grosse victoire pour les Packers et une défaite un peu tâche pour les Seahawks. Pas dans le fait de perdre contre les Packers, n'a rien d'infamant. Voilà, d'infamant, de honteux, mais en tout cas, c'est vraiment cette tenue du pass rush qui va beaucoup faire parler du côté des Seahawks. Je pense qu'il va falloir vraiment se poser des questions sur cette ligne offensive, arriver à maintenir le pass rush défensif.
Je t'ai vu dodeliner, mon cher Seb. Alors, j'ai dodeliner sur... C'est quelque chose un petit peu extra-sportif, quoique le fameux public de Seattle, il était où hier soir? C'est vrai qu'hier, il était aux abonnés absents. Parce que je suis désolé, quand tu vois Seattle en attaque et que dans le stade, c'est Go Pack Go qui résonne, le 12th man, il est où? Où est ce public? Alors certes, leur équipe, elle est un maintenant, peu ils font des tremblements de terre quand Taylor Swift vient à Seattle. Voilà, mais ton équipe, ok, est à la lutte, mais je me pose vraiment là la question de la pertinence de la remarque sur le public de Seattle, parce que hier soir, en tout cas, il était aux abonnés absents, et ça m'a frappé. Et d'ailleurs, Matt Lafleur est revenu sur ça en disant que il remerciait tous les fans des Packers d'être venus et que ça les avait beaucoup aidés. Donc voilà, petit. Mais c'est vrai que les Packers, ils ont des fans dans tout le pays. Oui. Là, quand même, à Seattle, plus entendre leurs fans que ceux des Seahawks, c'est pas rien. Hein. Bah oui, c'est pour ça que je disais ça, c'est parce que normalement, on sait que les Seahawks ont une grosse fanbase à domicile et que hier, on l'a beaucoup moins entendu, effectivement. Autant Buffalo à Détroit s'est pas laissé intimider par le public des Lions, qui est quand même qui est chaud, hein, lui aussi. Péchu. Il a été. Mais là, c'était particulièrement étonnant. Ouais, c'était étonnant. Ces Seahawks, Seb, tu les situes où, toi? Ils ont une fin de saison où ils vont aller jouer un match difficile contre les Vikings la semaine prochaine, avant de jouer contre les Bears et un futur choc possiblement face aux Rams de Los Angeles, qui pourrait bien décider de la division NFC West, un petit peu avec ce qu'on a connu l'an dernier entre les Bills et les Dolphins, si je dis pas de bêtises, en dernière semaine pour décider de la FC Est. Là, on pourra avoir un choc en tout dernier match de la saison régulière pour savoir qui sera champion de la NFC West. Ces Seahawks, est-ce que là c'est un vrai coup d'arrêt? Et peut-être pas au meilleur moment, parce qu'avant d'aller jouer les Vikings, ça peut être compliqué de rebondir. Ils sont tellement compliqués à lire, ces Seahawks, cette saison. C'est là, ça, on nous dit, vous en parlez pas beaucoup, c'est parce qu'en fait, on les comprend pas. Oui, parce que voilà. Mais comme toute la NFC West, en fait, là, on commence à y voir un petit peu plus clair, là, dans la NFC West, mais il aura quand même fallu attendre, voilà. Il aura quand même fallu attendre la 14e, que tout le monde ait joué 14 matchs. C'est quand même... Et encore que ça reste serré, hein. Il n'y a que deux victoires d'écart. Mais oui, il y a que une victoire d'écart avec Arizona, 2 victoires d'écart avec San Francisco, et ils sont au coude à coude, même fiche, avec les Rams. Il est certain que, il y a quelque chose qui a été évident au regard du déroulé du match, c'est qu'à partir du moment où Geno Smith est sorti, la production offensive en a pris un sacré coup. Avant de sortir, Geno Smith nous avait quand même nous avait gratifié d'une de ses spéciales, c'est-à-dire l'interception en red zone. C'est sa 4e cette année, et d'ailleurs il est le leader de la catégorie cette saison en NFL, et c'est qu'il a toujours cette habitude de forcer des passes en red zone qui lui est fatale. Et puis Samuel, malheureusement, n'a pas pu remplir totalement le poste. Il y a ce souci de protection, comme l'a signalé Vincent, 7 sacs et 12 hits également encaissés par les quarterbacks. Et puis ils ont aussi perdu leur centre starter, Oluwatimi, qui est sorti en début de rencontre. J'aurais bien aimé que celui-là, ce soit Vince qui nous en parle. Pourquoi? J'aurais juste dit le centre, moi. Je m'en disais déjà. Et ce qui a par contre réussi à Green Bay, c'est que Green Bay a commencé la rencontre très très fort en menant assez rapidement, je recherche le box score, en menant assez rapidement 14-0 dans le premier quart pour porter à 20-0 leur avance à la mi-temps. Et comme on le disait, Josh Jacobs, il a quand même pas été étranger à cette avance. Les Packers, ils ont marqué sur leurs 2 premières possessions, ils ont marqué un touchdown sur chacune. Sur ces 2 possessions, ils ont fait 18 jeux. Sur ces 18 jeux, Jacobs a eu la balle sur 11 d'entre eux. Donc, c'est dire le poids qu'il a eu, puisque par la suite, on a vu cette attaque marquer un petit peu le pas, et surtout Seattle réussir à mieux contenir le jeu au sol, mais ça n'était pas suffisant, c'était trop peu, trop tard. Et Seattle, ça leur brise aussi un élan, parce qu'ils étaient sur 4 victoires
consécutives. Alors, leur saison est pas forcément terminée, mais effectivement, il va falloir se déplacer à Minnesota. Je crois qu'ils ont un match à venir contre les Commanders également, et Washington va C'est les vouloir. Bears. C'est les Bears. C'est les Bears. Il me semble. Et il me semblait Je qu'il y avait. vérifie. Alors, je vais vérifier également, parce que je ne sais pas pourquoi, je m'étais mis en tête que qu'ils devaient rencontrer. Moi, c'est les Bears avant les Rams. Mais... C'est les Bears, ouais. C'est à Chicago. Autant pour moi, c'est à Chicago. Et donc, ils vont devoir recevoir Minnesota. Il va falloir également se déplacer chez les Rams, qui vont tenir quand même à leur place en play-off. On sait qu'il n'y aura qu'un seul qualifié qui sortira de cette poule. De la disponibilité de Geno Smith. Attention, parce que bon, t'as les Commanders, c'est pas impossible qu'ils en perdent un ou deux. Hein. Je parlais de la NFC West. Pardon, autant pour moi. Oui, mais ça se trouve en wildcard, il peut y en avoir. Ils peuvent aller prendre une wildcard à Washington. Hein. Ça me semble. C'est tiré par les cheveux, c'est capillotracté. Ouais, c'est capillotracté. Hein, ça me semble compliqué. Donc, je vais me permettre de rester sur mon hypothèse, sans te faire offense, hein, évidemment. Évidemment, Flav. J'en prends pas en rage, mais quand même un peu. Rancunier, mais on se rappellera. Je n'ai pas vu s'il y avait eu un rapport sur la blessure de Geno Smith. Oui, mais alors apparemment son genou, il n'a pas de. Alors Mike McDonald a dit qu'il n'y avait pas de dommages structurels sur le genou, donc jusque là, ça n'a pas l'air trop grave, mais quand même la douleur est assez importante, donc voilà, ils vont repasser de l'imagerie normalement ce lundi. Donc voilà, on en saura plus à ce moment-là. Mais visiblement, après les premières analyses d'après-match, ça devrait pas être une fin de saison, quoi. D'accord. Parce que ça semblait pas bien parti, hein, quand même. Oui, moi c'est ce qui m'avait semblé comprendre. Parce qu'il faut bien reconnaître que les chances de Seattle de se qualifier baisseraient quand même drastiquement en l'absence de Geno Smith. Tu vois là, les Commanders, on va en parler tout à l'heure, hein, des Commanders, ils sont à 9-5, les Steelers et les Seahawks et les Rams sont à 8-6, donc il n'y a qu'une seule victoire d'écart. Et les Commanders, il leur reste les Eagles, les Falcons et les Cowboys. Ils peuvent en perdre deux, hein. Si les Rams font un 3-3, par exemple, et les Seahawks un 2-3, il y a, comme les Bills, il y a une meurtrière, mais bon, c'est une meurtrière. Il y a possibilité. J'ai envie de dire, il y a 2 ou 3 semaines, j'aurais été plus affirmatif sur le fait que Washington prenne une wildcard qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que la NFC West peut. Le problème, c'est qu'ils vont, comme d'habitude, ils vont se manger entre eux. En tout cas, en NFC Sud, on n'aura pas ce problème-là. Sur la NFC West, pour rester dessus, on va parler juste rapidement du match de jeudi, mais la saison des Rams, c'est quand même une dinguerie pas possible, parce que personne ne les voyait là, un peu comme les Vikings, hein, d'ailleurs. Personne ne les voyait à ce moment-là à 8-6, personne ne les voyait. Et j'ai envie de dire, même après les tout premiers matchs de la saison, ils nous ont fait leur spécial, les Rams, à savoir mal commencer, la bye week, et derrière la bye week, patatras, ça y est, tous morts. Ils nous ont déjà fait le coup l'an dernier. Comme la saison dernière. Ils nous ont fait la même en 2023. Et on arrive encore à se faire avoir. C'est quand même dingue, ça. Ouais, mais là, c'est vrai que c'est quand même très, très surprenant, parce que on les attendait vraiment pas là. Et puis, alors, certes, le match de jeudi soir était pas flamboyant, mais moi, je trouve que, hormis ce match-là, ils ont su montrer aussi beaucoup de bonnes choses, de belles choses, et c'est ça qui m'a aussi interpellé, c'est que ça a été très, très, très bien appelé, bien construit, et c'est vrai que, alors là, c'est vraiment une saison au-dessus de toute attente pour les Rams. Ils savent très bien s'adapter à l'adversaire, je trouve. Et tu vois, contre Buffalo, ils savent que c'est difficile de limiter Buffalo à 20 points. Du coup, ils partent dans un match offensif et ça leur réussit. Contre les 49ers, ils savaient qu'il y avait peut-être pas forcément toutes les armes offensives du côté de San Francisco, que le temps était très difficile sur Santa Clara ce jour-là aussi. C'est parti dans un match défensif et ça leur réussit aussi. Et franchement, s'ils se qualifient pour les playoffs, ce sera pas l'équipe la plus agréable à jouer, à mon avis, les Rams, hein, très clairement, parce que Sean McVay est capable de nous faire 2-3 tours de sorcellerie, lui aussi. Donc voilà, moi j'aurais pas ce problème avec les Saints, hein, mais...
Sachez-le. Il y aura pas de danger, mais n'empêche que les Rams, ce sont sans doute pas l'équipe la plus facile à jouer. On passe justement, Wildcard, on a parlé des Commanders, parlons-en quelques instants, parce que les Commanders se sont fait peur, ils se sont fait très peur, ils semblaient avoir le match parfaitement en main du côté justement de la Nouvelle-Orléans, qui menait tranquillement dans ce match-là qui semblait être sans histoire, les Saints qui étaient privés de Derek Carr, qui avait fait appel à Jake Henner pour le remplacer, et puis il y a eu un changement de quarterback, Spencer Rattler a remplacé Jake Henner du côté des Saints. Il y a eu un trick play qui a été réussi par la Nouvelle-Orléans avec Cedric Wilson qui a lancé un touchdown pour Alvin Kamara. D'ailleurs, magnifique réception à une main. Hein, si certains ne l'ont pas vu encore, vous pouvez aller regarder ça. C'est vrai qu'elle est belle. Hein. Et cette action a complètement tout changé. Et finalement, Seb, les Commanders sont passés à une conversion à 2 points de se faire battre. En effet, ça a vraiment tenu à pas grand-chose. Tout d'abord, belle sortie pour Spencer Rattler, très correct pour un rookie, en particulier les circonstances dans lesquelles il prend le match. 10 sur 21, 135 yards, un touchdown. Pour mémoire, Jake Henner, qui l'avait précédé, c'est un 4 sur 10, 49 yards et une interception. La Nouvelle-Orléans qui va marquer en fait sur chacun des 4 drives que Rattler va diriger. Et effectivement, il y aura cette conversion à 2 points manqués sur laquelle Washington devra son salut. Donc Washington qui sauve son 7e seed cette semaine, mais qui a été particulièrement brouillon, puisqu'ils avaient la main mise sur le match. Hein, ils vont mener 17-0 jusque dans le 3e quart-temps. Jaden Daniels rend une bonne fiche, une fois de plus, 25 sur 31, 226 yards, 2 touchdowns, et il rajoute 66 yards par lui-même au sol. Il va également encaisser 7 sacs. Alors, sa ligne offensive n'est pas seul responsable, mais il tombe dans ce travers de nombreux rookies qui s'accrochent à leur ballon et qui tentent à tout prix de faire le jeu. Et ça, c'est une scorie dans son jeu qu'il va devoir travailler et dont il va devoir se débarrasser. Pour avoir regardé un bout du match, notamment le début du match, en fait, au tout début de la rencontre, il s'accroche beaucoup à son ballon et il parvient souvent à se défaire de la ligne défensive des Saints, qui du coup laisse gagner de temps en temps 3, 4, 5, 10 yards. Et en fait, à partir du moment où les joueurs défensifs ont commencé à s'ajuster, il s'est fait saquer quasiment en permanence. Et il en a pris quelques beaux sacs. Hein. Il y a des fois, il a pris des coups. Hein. Ah oui. On aurait dit Tommy DeVito l'an dernier quand il a joué contre les Saints. Quoi. Il a mangé plus souvent la pelouse qu'il avait vu le ballon. Quoi. C'était compliqué. Mais c'est vrai que cette équipe de Washington, c'est ce qu'on dit depuis le début de saison. C'est un work in progress. Quoi. Elle semble encore perfectible. Complètement. C'est un très bon Terry McLaurin. S'il y a que ça. Un très bon Terry McLaurin, mais il y a quand même la connexion sur les passes longues avec McLaurin qui a pas été très très bonne sur ce match. Et puis il y a également eu des pénalités. Washington, je crois qu'il prend 9 pénalités et ça va leur faire mal à plus d'un titre sur cette rencontre. Donc comme tu le disais, Flav, un work in progress. On les a peut-être vus un petit peu trop beaux en début de saison. Enfin, je pense qu'on a été très ébloui justement par le début de saison de Washington, ce qui est peut-être aussi une raison pour laquelle on a un petit peu laissé de côté Philadelphie, qui finalement est à la place qui devrait être la sienne. Mais effectivement, cette équipe de Washington, c'est un work in progress. Il y a encore plein de choses perfectibles. Il y a de très bonnes bases pour l'avenir, mais là, leur place en playoff, on se dit qu'elle tient peut-être à pas grand-chose. Alors, en fait, est-ce qu'elle ne tiendrait pas à une conversion à 2 points, alors qu'une conversion à 1 point pouvait amener les prolongations? Ouais. Après, moi personnellement, hein, sur la comprends. Je suis d'accord avec la décision qui est faite. Alors d'ailleurs, j'ai pas vu ce qui s'était dit du côté des Saints. Je sais pas si c'est Darren Rizzi qui appelle cette conversion à 2 points ou si c'est Spencer Rattler, parce que tout de suite,
dès que le touchdown est marqué, Rattler montre les 2 points, voilà, comme s'il avait même pas hésité ou comme si ça avait été discuté dans le temps mort d'avant au cas où on marque, voilà. Alors d'ailleurs, il y a une petite erreur d'horloge aussi au passage, je sais pas si vous avez vu ça. En fait, vous avez pas vu? L'arbitre principal l'a reconnu à la fin du match. En fait, les Saints donc lancent un ballon, je crois que c'est sur Foster Moreau qui tombe sur les 1 yard et là, il y a un des arbitres qui arrête le chronomètre alors qu'il y avait plus de temps mort pour les Saints, qui arrête le chronomètre à 9 secondes pendant peut-être 2-3 secondes et ça laisse le temps à Spencer Rattler de spiker le ballon où il reste du coup 3 secondes au chronomètre et de lancer le touchdown après pour les Saints. Donc s'il y avait eu conversion à 2 points, ça aurait pu faire parler. Bon là, ça n'a rien changé au cours du match au final, mais ça aurait pu quand même faire parler. Sur la conversion à 2 points, de toute façon, la saison des Saints c'est quasiment plié. Voilà. Tu te dis bon, soit tu gagnes maintenant, soit possiblement tu gagnes ou tu perds en prolongation. Mais rien n'est sûr non plus. T'es pas sûr de gagner en prolongation. T'as un momentum qui est largement en faveur des Saints à ce moment-là. Ils viennent de remonter, comme l'a dit Seb, de 17 points. Bon, ils sont sur la dynamique, tu tentes. Alors, il y avait, c'est pareil, il y a eu beaucoup d'images qui ont montré que Spencer Rattler aurait dû viser le fond de la end zone où il y avait un receveur seul. Ça reste un jeune quarterback sur une conversion à 2 points. Hein. On va pas lui en vouloir. Et puis, c'est pas lui qui nous ruine la saison. Hein, donc. C'est surtout que quand tu regardes toutes les actions, tu peux les décortiquer. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup où le quarterback, où tout le monde fait vraiment tout ce qu'il faut. Donc, forcément, il y a toujours des erreurs. Après, sur le match, Washington s'en sort bien. Pour autant, ils ont quand même maîtrisé une grande partie du match, on l'a dit, hein, les Saints ont fait un gros comeback, mais là encore, Washington finit avec 40 minutes de possession. Certes, des pénalités, beaucoup trop de pénalités, puisque 9 de leur côté, avec 84 yards de pénalités, ça fait vraiment beaucoup. C'est quasiment tout un terrain de perdu. Heureusement, ce n'était que les Saints en face, entre guillemets. Les Saints qui, quand même, finissent bien leur saison. Certes, il y a des défaites, mais ils proposent un petit peu plus de jeu. La rentrée de Spencer Rattler hier fait beaucoup de bien et leur permet de s'asseoir. D'ailleurs, on comprend toujours pas pourquoi est-ce que c'est pas lui qui a commencé. C'est vrai, même si il est à 10 sur 21 à la passe, ce qui est un petit peu. Ouais, mais bon, il a dû en forcer aussi. Exactement, il a dû forcer un petit peu. Performance de rookie, hein. Oui, c'est ça, exactement. Et puis Cédric Wilson était à 1 sur 1 à la passe. C'est vrai. Mais après, voilà, les Commanders, va falloir finir le travail cette année. L'important pour eux, ça serait quand même de se qualifier en play-off pour pouvoir apporter l'expérience play-off à tout leur jeune roster. Et encore une fois, on l'a dit, c'est un work in progress. C'est un peu comme les Texans de l'an dernier. On fait beaucoup la comparaison. Le but, prendre de l'expérience, savoir ce que c'est qu'un premier tour de play-off, voire un second, et on reviendra plus fort l'année prochaine pour essayer de grandir. Mais step by step, on va prendre petit à petit, on va grandir, et c'est comme ça qu'il faut le voir pour essayer d'avancer. La division restera très dure à gagner l'année prochaine parce qu'il y aura toujours l'épouvantail des Philadelphia Eagles. Mais les Cowboys sont capables de revenir. Les Giants sont capables de sortir une saison, voilà. Avec Tim Boyle, forcément, les Giants seront forcément meilleurs. Ils ont une arme. Ils ont une arme de dissuasion massive, figure-toi. Voilà. Nucléaire, là. Blague mise à part, les Saints aussi, un dernier mot sur eux pour dire qu'ils ont réussi une fois de plus à faire manquer un field goal aux adversaires. C'est devenu une spécialité depuis que Rizzi a repris les rênes de l'équipe. Décidément, c'est devenu la marque de fabrique après le coup de pied contré de la semaine dernière contre les Giants. Dustin Hopkins qui avait raté un coup de pied de 27 yards, Young Goku aussi. Bref. Voilà, c'est la spécialité, c'est faire manquer les field goals aux adversaires. C'est là que tu vois que notre coach a été entraîneur des équipes spéciales pendant longtemps. Ça doit jouer sûrement dans la préparation. On parle de tes Broncos, mon cher Vince, parce que les Broncos aussi avaient plutôt mal commencé leur 15e semaine. C'était pas fameux en première mi-temps. Et puis voilà, c'était pas fifou. Et puis voilà, Tipa, que tout s'est bien goupillé finalement. Merci, Monsieur Taylor. Merci beaucoup. Je pense que c'est
C'est une action qui fait un peu le tour ce matin, enfin aujourd'hui en tout cas, des réseaux sociaux. Il y a deux fumbles de personnes qui lâchent le ballon juste avant de rentrer dans la red zone, un de la part de Cincinnati, un de la part du coureur des Colts, Taylor, Jonathan Taylor, qui fait un bon match, mis à part ça, mais qui porte un fumble quand même, il lâche le ballon, pour ceux qui n'ont pas vu l'action, un demi-yard, même pas, avant de Un peu à franchir le plan. l'image de ce qu'avait fait, je sais plus qui chez les Jets, il y a quelques Oui, semaines. Il y avait eu un exactement. coureur aussi qui avait fait pareil, un jeune Et rookie, je donc, sais plus son nom. au lieu d'avoir un touchdown de la part des Colts qui aurait amené le score à 20-7 à ce moment-là du match pour Indianapolis à Denver qui était à ce moment-là du match complètement au fond du fait-tout, qui n'arrivait rien à faire. 20-6, pardon. On n'est pas au fond du seau chez toi. On Ah est non, c'était au fond du fait-tout, là. au fond Là, du et fait. puis la marmite, ça bouillonnait au fond et on restait accroché, hein. Ah, Vraiment, d'accord, aucun moyen de sortir de là. Et voilà. Monsieur Taylor est arrivé avec sa raclette, il nous a décroché tout ça et c'est parti. Et à partir de là, donc touchback pour Denver qui récupère la balle. Et derrière, ça enchaîne. On arrive à avancer, à marquer un touchdown juste derrière qui permet aux Broncos de passer devant. C'était vraiment, vraiment, vraiment le tournant du match. Il fallait ça pour y arriver pour les Broncos parce que ça a été vraiment un match hyper mal embarqué. La défense a beaucoup subi en première mi-temps et a réussi à remettre la main sur le match en seconde grâce notamment à ce fait de jeu. Il n'encaisse pas de points de toute la seconde mi-temps avec une belle interception un pick 6 qui arrive aussi et qui fait beaucoup de bien à la tête à ce moment-là du match. Bonix fait un match mi-figue, mi-raisin, avec 3 TD dans les airs, mais 3 interceptions, 20 sur 33, 130 yards de production par les airs. On l'a vu un peu plus mobile derrière sa ligne, ça c'est quelque chose qu'il travaille et dont il a besoin de vraiment de voir. Maintenant, moi, en tant que fan des Broncos, ce que je vais attendre de lui, c'est qu'il prenne un petit peu plus les bons choix. On l'a vu à certains moments ne pas viser sa première ou sa deuxième target et faire chercher directement le long jeu, alors que c'était un peu plus ouvert, un peu plus facile. C'est l'apprentissage rookie, encore une fois, il va falloir du temps. Il nous amène en playoff, parce que là maintenant c'est quasiment acté, quasiment sûr, mais c'était inespéré en début de la saison. On répète que la plupart des suiveurs de NFL disaient que les Broncos allaient finir à 5 victoires grand max. Les voilà à 9-5, chose qui est vraiment inespérée. On a vu du côté des Broncos une belle répartition du jeu à la course avec Marvin Mims qui a fait une très très belle relance sur un punt, qui a aussi remis à l'endroit Denver. Et en face, il faut en parler, mais Anthony Richardson qui a eu des moments de bons, de moins bons. Mais alors hier, c'était vraiment du pas glorieux. On l'a vu très emprunté, très très maladroit et des fumbles, des interceptions. C'est pas. Alors je sais que c'est mon tunnel Broncos. Hein, je suis désolé pour ça. Je remplace Yaya et son tunnel Giants. Voilà. C'est bon, on a fini. Oui. Voilà. Excusez-moi, j'étais endormi. Vous voyez comme ils sont méchants. Ah, on est méchants. Non, je profite. Je suis le seul à avoir une équipe quasiment en playoff. Tu rigoles, je te rappelle que Jean et Raph ont une équipe qui est first seed. Parmi nous trois, voyons. Je vais pas remettre l'église au milieu du village, hein, parce que bon. C'est très vexant, dis donc, cet homme-là, quand il s'y met. Monsieur Flavien, contentez-vous de vos records de field goal contrés, ça sera très bien. C'est pas mal. Écoute, moi, c'est pas un record de field goal contré. Je note que depuis qu'il est arrivé, il y a de plus en plus de field goal manqués. C'est tout. Bon, je vais globaliser la dernière question, mon cher Sam, mais on a les Broncos à 9-5, les Chargers qui eux sont tombés à 8-6 après une défaite contre les Buccaneers, assez grosse défaite hein, d'ailleurs oui. pour les Chargers, avec un gros Mike Evans du côté de Tampa Bay, bon ça on est à peu près habitué. Derrière, Miami on n'a pas profité.
Les Colts n'en ont pas profité. Cincinnati revient avec 6 victoires lui aussi et 8 défaites. On a un trio là 6-8 qui a donc 2 victoires d'écart sur les Chargers pour la dernière place en wildcard. Lundi matin, il y a eu un article sur TFA que j'ai écrit moi-même qui s'appelle Les jeux sont-ils faits déjà en AFC pour les playoffs? Est-ce que les 7 qualifiés finalement sont ceux qu'on connaît aujourd'hui, ou est-ce que tu vois une équipe pouvoir revenir à la hauteur des Chargers? Écoute, sachant que le calendrier des Chargers c'est pas très compliqué. Le prochain match sera prépondérant. Oui, voilà, le prochain match c'est contre les Broncos, mais après, à domicile. J'ai plus le calendrier, mais attends, je vais retrouver ça. Mais c'est vrai que celui-là, il est prépondérant déjà pour les Chargers. Je crois qu'ils ont les Patriots et les Raiders après. Alors, les Chargers et les Broncos, si les Chargers se remportent, ils reviennent à égalité de victoire avec les Broncos, mais c'est surtout, ils auront 2 victoires contre les Broncos et donc forcément le tiebreaker. C'est ça. Après, c'est at Patriots et at Raiders pour les 2 derniers matchs des Chargers. Ça me paraît quand même difficile de les voir faire un 0-3, quoi. D'après nos amis de la NFL, Vince doit le savoir, il sera très content de savoir que, ou s'il ne le sait pas, il sera content de l'apprendre, que les Broncos ont 91% de chance de se qualifier, ce qui nous fait tout de même Eux, il leur faut une victoire aux Broncos sur le reste de la saison. Une victoire, ou alors qu'une des 3 équipes, les 3 équipes ne gagnent pas de façon 3 sur 3. Et sur les 3 poursuivants, Indianapolis, Miami, Cincinnati, les trois me semblent trop loin. Alors, ça va peut-être se chamailler pour savoir qui va avoir quel seed entre effectivement les Chargers et les Broncos, mais à mon humble avis, l'essentiel, c'est-à-dire la qualification, ce qui était, Vince, tu me l'accorderas, inespéré en début de saison pour Denver, ça me semble largement acquis. Donc les jeux sont faits. Je suis assez d'accord. Je pense que les jeux sont faits parce que moi je vois clairement une victoire des Chargers contre les Broncos la semaine prochaine et je vois pas les Chargers laisser passer ce match-là. Les Broncos qui iront se déplacer chez les Cincinnati Bengals aussi la semaine de Noël. Donc c'est ça va être peut-être l'équipe qui va arbitrer tout ça aussi. Ils ont quand même 2 semaines, mais ils ont quand même 2 semaines qui sont un peu péchus, nos amis des Broncos, parce que Chargers, Bengals, et après c'est les Chiefs. Après ils reçoivent les Chiefs. Faut quand même pas se louper, quoi. Non, mais bon, je l'avais dit début octobre, j'avais dit qu'on serait à 9 ou 10 victoires. Voilà, on a les 9. Je pense que celle que j'avais tablée en plus, c'était la victoire contre les Chargers à domicile qu'on n'a pas pris et qui peut faire mal en fin de saison. Pour autant, je pense qu'effectivement, c'est quasiment acquis puisque Colts ont au moins, je crois qu'ils ont 2 matchs difficiles. Les Bengals vont jouer contre les Broncos, mais aussi vont jouer contre les Steelers, il me semble. Et les derniers, j'y crois pas. Les Dolphins, j'y crois pas. Très bien. Bon, alors avant de refermer le podcast et de faire le tour des résultats, on va quand même prendre les petites questions de nos amis du Discord, que vous pouvez rejoindre toujours, hein, le lien est sur Instagram, sur Twitter, n'hésitez pas à venir avec nous. Question de Musashi, qui de mémoire est fan des Jets. Davante Adams est-il le MVP de la journée? Oh, tu m'enlèves les mots, non. Moi je le mettais MVP. Eh ben vas-y, profite-en. Je t'enlève pas les mots, je te lance. Lance-moi. Oui, Davante Adams fait un match de mammouth, 199 yards, il me semble. Je recherche ça. 198 yards, pardon. Oui, alors on en a un de moins. 9 réceptions sur 12 targets. Il fait vraiment un très très gros match, 2 TD. Pour moi, c'est mon MVP parce que je l'ai trouvé vraiment tranchant dans ses démarcations, dans son jeu sans ballon même. Il y a un jeu à un moment donné où il a réussi à faire un bloc sur le deuxième rideau vraiment fort. Donc non, je l'ai trouvé assez puissant et pour moi, c'est le MVP de la journée, effectivement. Seb, Davante Adams aussi pour toi? On a l'impression qu'on l'a retrouvé. Alors la perf est monstrueuse, mais qu'on a retrouvé surtout la paire Rodgers-Adams qui avait fait les beaux jours de Green Bay en son temps. C'est vrai que c'était chouette à voir. La performance est absolument incroyable, quasiment 200 yards en réception. C'est fou. Après pour les Jets, bien sûr, ça arrive trop tard.
Ah oui, Ouais, pour eux, c'est trop tard, ça, c'est sûr. Et puis Rodgers, quand même, qui fait un petit 16/30, c'est pas non plus monstrueux. C'est pas non plus fou, oui. Ouais, à part Davante Adams, ça s'est passé un peu Ouais, mais c'est des moyen. perfs de rookie, quoi. Ah oui, non, Ouais, mais rookie de 40 ans, mais pas de problème. Il est resté très longtemps au collège. Et c'est pas parce que vous n'aimez pas les études qu'il faut dégoûter les autres. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Bon, les amis, du coup, tu mets qui en MVP, toi, Seb? Tu l'as dit. Ah là là, alors, il y a 3 noms. Là, cette journée, ça a été compliqué. Il y a 3 noms qui surnagent. Il y a Davante Adams. Un coup, il nous sort. Alors, moi, comme MVP, c'est le ballon. Un coup, il nous sort. Moi, le MVP, c'est Dan Campbell. Et maintenant, j'ai jamais parlé du ballon, non. Mais on a quand même été gâtés on a quand même été gâtés en termes de performance entre les 198 yards de Davante Adams, les 2 touchdowns à la passe et les 2 touchdowns au sol de Josh Allen, et puis les 5 touchdowns à la passe de Lamar Jackson. Bon sang de bonsoir. Cette journée, on a quand même été gâtés en grand. Mais il y a notre MVP de cœur, bien sûr. Oui, Vince. oui, bien sûr. On peut pas éviter le sujet. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Brian Daboll a enfin vu la lumière à New York. Et il y a eu comme un élan d'espoir à 20h10 quand on a appris que Tim Boyle rentrait sur le terrain. Le Discord de TFA s'est illuminé d'un coup. On avait gagné le Super Bowl. Je crois que je n'ai jamais eu autant d'émotions devant du foot US que hier quand j'ai vu Tim Boyle pénétrer sur la pelouse. Tu vois, c'était beau. Je préfère ça. J'aurais changé un titre de Drew Brees pour voir Tim Boyle rentrer. Ah, complètement. Voilà. Le vrai TB12, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Le seul. Le seul, l'unique. Voilà. On attend ces méthodes pour maigrir et rester en forme. Tu vois. Enfin, Tim Boyle qui foule la. Non, mais blague mise à part, au niveau des QB dernièrement chez les Giants, c'est lui qui fait la meilleure perf. 12 sur 24, 123 yards, un touchdown, une interception. Bah oui. Voilà. Bon, alors il y a 123 yards, dont 122 pour Malik Nabers, mais bon, ça, on est habitué chez les Giants. Bon, si on s'arrête à si on s'arrête à ce type de détails, franchement, monsieur, on n'avancera jamais. On lui a dit, tu vises le 1, vise le 1. Alors, Malik Nabers, d'ailleurs, qui égalise le nombre de réceptions sur un match pour un rookie des Giants. Est-ce que vous savez qui est celui qui avait le record? Non. Odell Beckham Jr. Odell Beckham Jr. Donc il rentre dans les traces de OBJ. Malik Nabers qui fait quand même une très très bonne saison. Je conseille de les quitter assez rapidement et surtout avant de monter sur un bateau. Surtout qu'il ne monte pas sur un yacht. Non mais par contre, blague mise à part, Malik Nabers fait vraiment une très très bonne saison dans la saison sombre des Giants. Ça peut être aussi un élément de satisfaction. Et le saviez-vous, tiens, petit instant quiz, il y a un joueur qui est rentré cette semaine dans l'histoire de la NFL comme étant le joueur ayant réussi le plus de réceptions sans marquer de touchdown. Il est à 89 réceptions cette saison et il n'a toujours pas marqué de touchdown. Je pensais que tu allais parler de Mark Andrews qui devient le meilleur marqueur. Oui, alors il y a eu lui qui a marqué l'histoire des Ravens, lui qui devient le meilleur marqueur de touchdown de l'histoire des Ravens. Mais il y a un joueur qui a 89 réceptions et 938 yards depuis le début. Il est au bord des milliards, mais il n'a toujours pas marqué. Et c'est Trey McBride des Cardinals de l'Arizona, le tight end des Cardinals, qui n'a toujours pas marqué cette saison. Mais c'est que cette saison, oui, d'accord. Okay. Ah oui, cette saison. Et qui est au bord des milliards, 89 réceptions sans un seul touchdown. Et c'est le record, c'est le premier à faire ça dans une saison NFL, à réussir 89 réceptions sans le précédent record était à 85 avant de marquer un touchdown. Voilà. Donc, ça met quasiment à 5 réceptions par match, quoi. C'est dingue. Et quasiment 1 milliard sans avoir jamais franchi la end zone, c'est quand même triste. Plus de 5 réceptions par match, quoi. C'est fou. Voilà. Surtout que les tie-ends, la plupart du temps, c'est des petits jeux courts, donc ils sont visés sur les 10 derniers yards. Ben ouais, quand on a du 2, 3, 4 yards pour aller marquer un touchdown, c'est souvent les tie-ends qui sont visés, quoi. C'est trop loin pour le running back, mais trop près pour les receveurs. Tu vois, exactement. Ça serait intéressant, tu vois, de mettre ça en parallèle, je sais pas la stat, avec l'efficacité en red zone d'Arizona. C'est vrai. Parce que
il y a peut-être corrélation. Non, mais il y a peut-être une corrélation, tu vois, je dis ça très sérieusement. Non, mais t'as raison. Un truc à creuser, on va vérifier ça. On va vérifier ça. Bref, les résultats de cette 15e semaine de compétition. Les Rams ont battu les 49ers 12-6. Les Chiefs, on a effleuré le sujet, l'ont emporté 21-7. Je crois que c'est leur plus grosse victoire depuis le début de saison, non? C'est pas ça? C'est la victoire avec le plus d'écart depuis le début de la saison. 21-7, donc face aux Browns de Cleveland. Les Browns, ils sont perdus. Hein. Ils ont belché James Winston. Les Browns sont perdus et première victoire avec plus d'une possession d'écart pour les Chiefs depuis la Week 7. Les Titans ont été battus par les Bengals 27-37. Alors on ne sait pas comment, on sait pas en fait. Est-ce qu'on est rassuré ou pas par les Bengals? Parce que prendre 27 points par Tennessee, je suis pas sûr que ce soit très rassurant. Mais en même temps, ça a été un festival de turnover et de pénalités, ce match. Ça a été flamboyant. Ça a été le turnover ball, quoi. C'est absolument splendide. Entre les fumbles, les interceptions, splendide. En tout cas, les Bengals s'en sortent 37-27 et restent donc en course avec un espoir. Seb va nous trouver. Ils ont combien de chances, les Bengals Les Bengals de Cincinnati. Allez, moins de 5. Moins de 12%, non? C'est pas ça? 12%? 6%. Ouais, 6, ouais, c'est bien. Ouais. Les Commanders ont battu les Saints 20-19. Les Ravens ont battu assez nettement les Giants 35-14 sans forcer leur talent. Une journée au travail pour Baltimore. Les Cowboys ont battu les Panthers qui pourtant étaient favoris pour la première fois depuis 2 ans. 30-14. Les Jets s'impose 32-25 face aux Jaguars. Les Texans gagnent 20-12 face aux Dolphins dans un match où on a eu très peur hein, pour Grant Dubose, oui. le receveur des Dolphins qui est sorti sur une civière. Il y a eu un vrai moment de silence dans le Energy Stadium. D'habitude, c'est Tua Tagovailoa avec les Dolphins. Là, cette fois, c'était un receveur. Les dernières nouvelles qui nous sont parvenues sont plutôt rassurantes. Hein. Il aurait du mouvement dans toutes les extrémités. Il reste sous contrôle médical, mais une très forte commotion cérébrale pour le jeune receveur des Dolphins. C'est vrai qu'il est sorti avec sous civière et avec une perfusion. Perfusion. Très impressionnant. Ils ont découpé le maillot sur le terrain. Cette image de toute l'équipe de Miami en rond qui est en train de prier était assez impressionnante. Et même dans les travées, hein, c'était pourtant à l'extérieur, c'était à Houston, mais il y a vraiment un silence total qui s'est fait dans le stade à ce moment-là. C'est assez impressionnant. Les Broncos qui s'imposent 31-13 face aux Colts, les Bills qui gagnent, et ça on en a largement parlé, 48-42 face aux Lions de Détroit, les Eagles qui s'imposent 27-13, les Cardinals qui gagnent 30-17 face aux Patriots et qui se relancent, ils ont toujours une chance d'aller chercher la NFC West, les Buccaneers qui gagnent 40-17 face aux Chargers, et eux ils continuent leur bonhomme de chemin pour faire comme tous les ans, à savoir aller gagner la NFC Sud, les Packers qui gagnent 30-13 face aux Seahawks. Il reste 2 matchs qui se joueront dans la nuit de lundi à mardi. Les Vikings déjà qualifiés grâce à des résultats et notamment grâce à la défaite des Seahawks recevront les Bears de Chicago, et les Raiders de Las Vegas reçoivent les Falcons d'Atlanta qui n'ont plus le droit à l'erreur dans cette saison, et la performance de Kirk Cousins sera sûrement décryptée. Scruté. Et la performance de Desmond Ridder de l'autre côté qui retrouve les Falcons aussi. Merci mon Vince, merci Seb d'avoir été avec nous. On se retrouvera en milieu de semaine pour un petit podcast débat. On n'a pas encore le thème, mais on va trouver ça très rapidement. Juste une petite information. Il y aura aussi un live vendredi pour faire la preview de la journée avec Wake et avec Bertrand. Samedi, possiblement un live pour le match entre les Ravens et les Steelers. Et dimanche, le live Red Zone. Bref, voyez, on vous gâte. Hein. Il y a de la NFL quasiment tous les jours sur TFA. Petite précision, par contre, la semaine prochaine, la semaine de Noël, il n'y aura pas de podcast. Ni le mardi, ni le jeudi, puisque nous serons en trêve de Noël avec les équipes de TFA. Mais on reviendra la semaine du jour de l'an pour la Week 17 sans aucun problème. D'ici là, on a le temps de se reparler très largement. Merci encore Vince, merci encore Seb, merci à vous tous de nous avoir écoutés, aussi nombreux et toujours aussi nombreux. On se retrouve très très vite sur TFA. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, bye.